partais de ma petite région, etc. Tu te dis, là, tu vas aller à une Coupe du Monde. Cette formation-là, au GF38, parce qu'il y avait besoin à ce moment-là sur la D3 féminine. Et on joue ce match contre les États-Unis et on fait un match exceptionnel. Et il faut savoir que quand on analyse une équipe, on regarde 7-8 matchs de l'adversaire. Tu as commencé le foot, j'imagine, comme beaucoup, tout petit. Tout petit, exactement. Est-ce que, quand aujourd'hui tu as un parcours de coach, analyse vidéo, etc., ton rêve, comme tout petit, c'était d'abord de devenir footballeur professionnel? Ouais, complètement. Je pense que ça l'est pour beaucoup. On rêve parce qu'on voit ça à la télé. Dès qu'on est petit, on prend ce plaisir et on se dit que essayer de gagner sa vie, de grandir avec ce plaisir, c'est un peu le rêve de tous. Donc c'est vrai qu'au départ, moi, c'était mon rêve, c'était ou un objectif. Alors pour certains, ça va être pilote d'avion, mais quand on a quelque chose comme ça qui nous galvanise un petit peu, c'est vrai qu'on essaye de suivre un petit peu la trace sans au fur et à mesure des années, sans forcément suivre le bon chemin en termes d'évolution de club, etc. Parce que forcément, on grandit, on apprend, mais au début, c'est sûr que ça a été mon rêve d'être dans ce monde du football. Du coup, on va parler un peu de ton parcours. Allez. En tant que joueur déjà. Ouais. Donc, où est-ce que tu as commencé tout simplement? J'ai commencé dans mon petit village natal, à Saint-Quentin-sur-Isère, donc en Isère. Quelques années, j'ai commencé je crois que j'avais 4 ans. Fils de footballeur, donc c'est un petit peu de là que ma passion est née tout petit. J'ai jamais arrêté le foot. J'en ai 29 aujourd'hui. Alors on en parlera, mais je suis maintenant entraîneur-joueur. Donc je laisse un petit peu la place et en tout cas l'investissement de joueur au rôle d'entraîneur. Mais j'ai toujours joué. Commençant par ce petit village, j'ai grandi sur un autre petit village ensuite. Et en fait, j'ai évolué plus ou moins en termes justement d'échelon de village, c'est-à-dire que j'ai grandi ensuite, je suis passé par Tulin qui est un plus grand village, j'ai évolué sur Moiran, quelques années aussi toujours en Isère, j'ai jamais quitté la région malgré que mes études m'aient poussé sur Montpellier pendant 2 ans un petit peu plus tard. Mais j'ai pas joué à Montpellier, je jouais toujours ici. Okay. Puis je m'arrangeais pour faire les allers-retours. Quand on est passionné, surtout de foot, j'ai l'impression que la passion est décuplée, donc je continuais à jouer ici. Il y avait aussi une accroche déjà à ce club-là. Et je suis comme ça quand je me lance dans quelque chose. Si je suis bien dans mon club, je le rends. En tout cas, j'essaye. Là, il s'avère que je le rends maintenant en tant qu'entraîneur. Mais j'ai toujours évolué donc du coup sur la région d'Isère. En termes de niveau départementaux, jusqu'à toucher un petit peu le niveau régional. D'abord à Moiran quand j'étais encore sur les jeunes et que l'équipe première était à l'époque, on appelait ça la PHR. Quelques matchs sur une fin de saison, mais dans un groupe, un effectif un petit peu compliqué par rapport à ce niveau-là, enfin qui avait pas forcément de niveau. Derrière, j'ai évolué sur Voiron. Je suis passé aussi par la Murette. Et je suis revenu à Voiron au niveau régional. Okay. Donc j'ai fait toute une année au niveau régional. Ça a été un petit peu mon année, alors personnellement, où j'ai appris le plus de ce qu'était finalement le niveau. Et je regrette de l'avoir appris à cet âge-là. J'avais, pour pas dire de bêtises, je vais plutôt donner une tranche, mais j'avais entre 23 et 24 ans. Okay. Donc j'avais fait de belles choses au niveau départemental et je voulais voir ce qui me manquait et pourquoi finalement. Une frustration de pas. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. J'avais fait quelques détections, toute proportion gardée, pour essayer d'aller voir ce que pouvait être le foot au niveau régional. Okay. Avec le district, etc. J'avais connu une ou 2 blessures. Alors, l'excuse qu'on donne sur les croisés, moi, pour le coup, c'était pas ça. C'était une belle entorse du genou que je m'étais fait au futsal sur une détection qui aurait pu porter ses fruits, même si ça donne rarement grand chose. Enfin, mis à part jouer des matchs pour son district contre d'autres districts, généralement, ça s'arrête là. Il faut avoir quelque chose vraiment en plus. Et je pense que ça se serait vu de toute façon sur les années soit d'avant, soit d'après
Mais du coup, ouais, j'en suis resté là. Et cette saison en Régional 3 m'a permis de voir vraiment ce qui me manquait. C'était un petit peu les premières années où du coup, parce qu'on est en difficulté, on se dit qu'est-ce qui manque. Donc on est plus attentif à ce que vont dire les entraîneurs, on est plus attentif à... C'est un peu de là aussi que ma passion est née. Peut-être à 23-24 ans, est-ce que aussi découvrir à cet âge-là, quand tu es un peu plus jeune, alors tu gagnes des automatismes, etc. Mais à cet âge-là, tu prends peut-être aussi conscience des manquements ou des choses à améliorer. Complètement. Donc c'est pas... Voilà, c'est chacun son parcours. Ouais, c'est ça. Complètement. Je pense que c'est l'âge presque d'or, hein, quand on en parle, même à la télé pour les plus grands. Je sais que l'âge un petit peu d'or, c'est aller 24 jusqu'à 28 ans. Après, forcément, c'est le corps qui régresse, donc il y a d'autres difficultés, mais on peut y pallier. Enfin, tout est une question d'intelligence à ce sujet-là. Moi, j'avais pas la connaissance de ce qu'il fallait en termes d'investissement à côté du foot, par exemple. Je me disais que jouer c'était bon, que m'entraîner une fois ou deux de temps en temps dans la semaine c'était bon, alors que pas du tout. Et quand on veut aller plus haut, forcément ça coince. Sauf si on a un talent immense, et ça va coincer à un moment donné malgré ça. Je pense qu'il y a beaucoup de structures, je parle aussi de mon expérience, où il y a des joueurs de qualité, mais qui n'ont pas forcément d'exemple autour. Bon, ici il y a quand même GF38, mais bon, il faut pouvoir aussi connaître comment ça se passe pour aussi intégrer ce niveau-là. C'est Comme ça. tu disais, on s'entraîne 2-3 fois par semaine et on joue le dimanche, on dit que c'est bon. Exactement. Et aujourd'hui, alors nos jeunes ont de la chance, encore plus, je fais la petite promotion du Pays Voironnais parce qu'on a Nassim Akrour. Moi, tout humblement, de ma petite expérience, j'arrive à apporter un petit peu sur des sujets comme la nutrition, le sommeil, la préparation mentale, la vidéo. Nassim aussi le fait. On a Aldo au club et puis des éducateurs, notamment un autre qui a joué une finale de Gambardella aussi, qui nous apporte beaucoup, qui apporte aux jeunes. Je sais pas si je la voyais pas cette chance quand j'étais jeune, mais je pense que c'était pas les mêmes choses. J'ai beaucoup de respect pour les entraîneurs qui m'ont entraîné, mais il n'y a pas les mêmes formations, il n'y a pas le même développement du football. Et nous, on a vraiment la chance au Pays Voironnais d'avoir un Nassim, comme j'ai cité, parce que Nassim Aldo, c'est quand même en termes de compétences et puis d'expérience, ce qui se fait très bien, ce qui se fait je vais pas dire de mieux dans la région. Il y a de très bons entraîneurs, il y a de très bons professionnels, mais on a beaucoup de chance et on se sert de ça et on apprend encore de gens comme ça. Et c'est sûr que quand on a la chance, quand on a 13-14 ans, un petit peu dans l'âge d'or pour apprendre, d'avoir des gens comme ça, c'est plus facile. Ouais, j'imagine. Et quel poste du coup, j'ai pas demandé? Milieu offensif. Ok. Milieu offensif, attaquant. J'ai jamais joué plus bas, mais j'ai tourné autour devant. Tous les postes offensifs. C'est ça. Ouais. Est-ce que du coup, quand tu vois que t'as pas forcément le niveau pour atteindre plus haut, que t'as un plafond, disons, est-ce que l'envie de vivre du foot d'une autre manière, elle est arrivée à ce moment-là? Ouais, c'est ça. C'est ce qui m'a motivé. Alors tu vois, pour parler un petit peu de mon parcours, je jouais et au départ, aller à 18-19 ans, quand tu obtiens ton bac, que t'as pas vraiment de passion, moi c'est un peu ce qui se passait. Tu te lances dans quelque chose. Moi j'ai choisi le commerce du sport. Je savais que c'était le sport. J'étais passionné, pas seulement de foot. Je m'intéressais à beaucoup de sports. Et oui, tu as été dans la gestion commerciale, mais c'était lié au sport. Ouais, exactement. Okay. C'est gestionnaire commercial du coup sur 2 ans. Le diplôme s'appelle le bachelor, si je dis pas de bêtises. Okay. Et du coup, c'est en apprentissage dans un club. Mais effectivement, j'étais dans un magasin Sport 2000, pour pas les citer, qui vend. Ouais. Tu peux mettre des marques. Oui. Ouais, donc je me suis lancé dans ce bachelor en me disant que juste travailler dans le sport suffirait, sans forcément. Alors, je savais un petit peu ce qui se faisait. Hein, je connaissais STAPS. Je savais que c'était une branche où on pouvait se lancer dans l'entraînement, dans l'aspect éducatif aussi du sport. T'es passé par là? Ouais, je passe par ça. Yes. Donc pour le coup, moi je me suis dit, sortant d'un bac ES, que ça allait être trop compliqué. Tu vois, un petit peu, pas fainéant, mais un peu en manque d'ambition. Et je suis parti sur ce bachelor, ça s'est très bien passé, je l'ai validé, mais c'était pas ce que je voulais faire. Et pour le coup, j'ai eu un petit peu ce changement d'état d'esprit quand je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire, que ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je faisais un truc qui me plaisait pas. Je me suis dit, mais fais quelque chose qui te plaît, lance-toi dans ta passion si tu peux. Et après ça, donc STAPS, licence en 3 ans d'entraînement sportif du coup, donc spécifique foot, pardon. Et de là est née cette passion, cette vocation. Je me suis dit, c'est ça. Alors je veux pas dire que tous les cours STAPS m'intéressaient, parce que si t'es
passé par là, tu dois savoir que l'anatomie, la biomécanique, au bout d'un moment, ça a ses limites. Des souvenirs. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Ça fait des souvenirs. Puis c'est surtout une méthodologie de travail qui est importante et qui sert pour la suite. Et après ça, du coup, je me suis lancé parce que j'adorais l'aspect psychologique, que c'est un intérêt que j'avais quand je regardais du foot à la télé ou que j'avais aussi personnellement dans mes matchs, quand je voyais la réaction de certains, de moi, de ceux qui m'entouraient dans la pratique. Je me suis lancé là-dedans. J'ai fait mon master en 2 ans sur Montpellier. Tout s'est bien passé la première année. Alors c'est un master où sur les 2 années, il faut faire un mémoire, donc sur un sujet bien précis. C'était intéressant, mais en fait l'aspect uniquement études, uniquement je me base sur la littérature, etc., me plaisait pas vraiment. Il me manquait de la théorie. Donc la 2e année, j'ai un petit peu lâché. Le mémoire, je le faisais à côté. Alors les cours, ça se passait bien parce qu'il y a l'aspect plus concret, un peu pratique presque, même s'il y a beaucoup de théorie. Mais on avait du contenu, on voyait des méthodologies de relaxation, on voyait des méthodologies d'intervention sur des sportifs par rapport à une problématique. Donc comment aller chercher cette problématique, c'était un peu l'enjeu. Mais l'aspect théorique de se baser toujours sur la littérature, de comparer les études, etc., oui, mais ça avait ses limites. Et quand on est sur un M2, malheureusement, il faut pousser ça. Peut-être que j'avais aussi des manques dans certaines matières, de par le bac S, que j'ai pas pu faire ou d'autres choses. Mais je me suis arrêté sur ça, ça a été hyper enrichissant quand même. J'ai effectué du coup 2 ans dans 2 clubs différents en tant qu'intervenant, on va dire junior en préparation mentale. Première année sur Latte, du coup autour de Montpellier, et la 2e année j'ai choisi de rester encore, garder mon pied-à-terre sur Grenoble. J'ai démarché le GF38 sur les filles. Il s'avère qu'il y avait du besoin. Alors moi j'étais ouvert à tout. Il y avait du besoin sur les filles. C'était les 19 NAS à l'époque. Un entraîneur qui s'appelle Titine, qui maintenant s'occupe de la D2 féminine du GF, qui tourne très bien et qui était déjà hyper à l'écoute. Et moi qui m'a laissé ma chance. Et s'il en est là aujourd'hui, je pense que c'est pas pour rien. C'est parce qu'il est aussi ouvert à tout ce qui se passe, à tout ce qui se fait, qui s'entoure de gens qui l'accompagnent à évoluer. Et je suis rentré. C'est en démarchant que tu as réussi à rentrer. Oui, c'est en démarchant. Okay. C'est en démarchant. Alors, je ne sais plus de quelle façon. Je ne sais pas si j'avais pas un contact en commun. Okay. J'ai réussi à obtenir son numéro, oui, par la ville, parce que je travaille avec la ville de Grenoble. Et du coup, contact en commun, ça s'est fait. Comme quoi, il n'y a pas de secret. C'est un peu des fois le destin. Et puis essayer les choses, comme tu dis. Première année, donc j'ai intervenu sur une sportive en particulier. Okay. Donc là, on se centrait un peu plus sur l'aspect. Donc ça, c'est en quelle année à peu près ? Je crois que c'était 2019. Ok. Ouais, à 1 ou 2 années près, 2019. Okay. C'était relativement 2019-2020 sur ma 2e année de master. C'est ça, 2020. Du coup, ça me plaisait, sauf que dans le foot, sauf si tu travailles au PSG, tu n'es pas que préparateur mental. Quand tu es salarié de club, tu es bien placé pour en parler. Si toi, quand tu t'es lancé dans différents aspects au début, tu sais que forcément ça suffit pas, même si tu arrives avec un diplôme qui a de la valeur. Hein. Mais pourquoi toi par rapport à un autre ? Pourquoi un salaire alors qu'on pourrait te donner moins ? Donc au début on travaille, on essaye, on tente des choses. J'ai essayé de rentrer dans différents clubs. J'ai travaillé aussi avec le GF38 parce que j'y étais. Et puis je me suis lancé dans la vidéo l'année d'après. Donc j'ai fait ce master de préparation mentale. La vidéo parce que c'était un domaine qui était en expansion, qui se démocratisait de plus en plus, okay. Et à la fois qui n'était pas non plus trop trop bouché, c'est ça, trop bouché, puis qui m'intéressait énormément, l'aspect tactique. J'avais déjà un petit peu ce truc de quand tu regardes un match, tu regardes le placement des gars et pas seulement ce que Mbappé fait. Ouais, tu vois, pas seulement ce que Mbappé fait avec le ballon. L'aspect tactique m'intéresse beaucoup. J'aime bien à côté de ça, tu vois, j'associe souvent ça aux échecs. Alors peut-être que le comparatif de se dire que c'est juste des pions, ça marche pas parce qu'il y a trop d'autres choses qui rentrent en compte, mais l'aspect tactique, je le compare à ça. Et je sais que c'est vrai que c'est assez essentiel dans un club, pour une équipe, de bien comprendre des choses tactiquement, de bien réussir à le retransmettre.
c'est pas tout de le comprendre. Il y en a qui sont certainement plus forts que les Guardiola sur la compréhension, mais retransmettre, trouver les exercices pour aller dans ce sens-là, c'est un truc qui me plaisait. Donc, alors ça, c'est plutôt ce que j'ai fait après quand je me suis lancé dans le BMF. Mais là, il y a quand même un rapport quand tu analyses vidéo avec le coach principal, le coach général, j'imagine aussi. C'est ça. Du coup, tu travailles en staff. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Quoi. Ouais, complètement. Donc j'ai fait cette formation-là au GF38 parce qu'il y avait besoin à ce moment-là sur la D3 féminine du GF38 avec à sa tête c'était Nicolas Delépine qui travaillait, que je respecte beaucoup parce que j'ai travaillé pas mal d'années avec lui. Il est avec l'équipe féminine du Maroc actuellement, il est sur la formation des DTN et bon ils étaient au Maroc, ils ont suivi la finale hier. Mais bon. Il est dans ce monde-là, il est resté dans ce milieu foot international. Au-delà d'être un super entraîneur, c'est un très bon gars. Et du coup, c'est par lui que j'ai commencé. Donc sur la D3 féminine, j'avais ma formation. À côté, j'étais en club. Et du coup, tu rentres dans un staff, quoi. À l'organisation d'un staff, ce que j'avais très peu vu jusque-là, un petit peu avec les 19 NAS. Parce qu'il y avait un staff, il y avait du coup le prépa physique, il y avait un petit peu les kinés qui intervenaient. Tu es aussi dans une structure comme le GF38 qui fait que tu peux aussi apprendre beaucoup de choses et tu es dans un cadre professionnel. Exactement. Bien qu'il y ait, alors encore une différence, ça fera le lien avec le monde professionnel à proprement parler, parce que GF38 il différencie la Ligue 2 pro et le côté un peu plus associatif, alors dans lequel étaient les filles justement, la D3 féminine à l'époque. Non, c'était déjà D2 à l'époque quand j'y suis rentré, mais c'était différent. Les filles appartenaient à l'assaut, donc c'est pas encore les mêmes moyens, c'est pas encore bien qu'on se rapproche de ça, de travailler en staff, d'avoir des salariés qui ne font que ça. Déjà c'était un autre monde. C'était quand même au même endroit, enfin je veux dire, il n'y a pas un centre d'entraînement, tu veux dire? Nous on bossait au même endroit, Stade des Alpes. Donc on avait nos petits temps de travail là-bas, dans nos bureaux, etc. Donc on avait cette chance-là, on pouvait accueillir du monde pour des entretiens, pour faire tout ce qu'on avait envie de faire. On s'entraînait à Stijovic, qui est un centre d'entraînement où parfois s'entraînent les pros. Les pros, ils ont un autre centre qui est forcément fermé, etc., ou beaucoup plus gérable avec les médias et tout ce qui entoure. Nous, on avait un terrain de qualité, mais c'était pas du tout ce qu'avaient les pros. Et je sais que c'est le projet, alors avec ce qu'ils ont avec la Côte-Saint-André, de donner aussi de la chance aux filles et aux jeunes, d'avoir un peu des conditions qui se rapprochent à ce qu'ont les pros. Il y avait encore à ce moment-là une différence. Tu la sentais quand même en termes de moyens. Alors, on avait accès à du médical, on avait accès à de la cryothérapie, on avait des kiné, ostéo, prépa physique, on avait quelques moyens, mais nous, on était encore sur le stagiaire master. Alors que au GF38, sur les pros, eux, ils avaient le salarié. Tu vois, il y a des petites choses comme ça qui changent, mais on rentre quand même dans un monde professionnel où on essaye, parce qu'on aussi ce qu'on donne en résultat, gratter un petit peu. C'est ce qu'il faut en termes d'évolution de poste, etc. C'est aller voir un peu les responsables, directeurs sportifs et dire voilà, on a ça, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de moyens, est-ce qu'on peut, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire, est-ce que vous nous soutenez ou pas? Et c'est là où la volonté parfois suffit pas, parce que GF38, je sais que Max Marty, avec qui j'ai aussi travaillé, échangé, a de belles ambitions, il a, et c'est normal aussi, des priorités. C'est un peu plus les garçons, mais voilà, les filles aujourd'hui évoluent, elles sont en D2 féminines, elles sont plutôt bien placées. Là, j'ai suivi un peu ce qui se passait, donc c'est quand même honorable. Carrément. Je voulais dire, quand tu es au GF38, vu que tu as analyse vidéo à ce moment-là, tu es en formation, ton quotidien ressemble à quoi? Alors, c'est quoi le quotidien d'analyse vidéo? C'est alors déjà quand on rentre dans le monde du foot, les journées, les semaines n'ont rien à voir avec un salarié lambda qui fait lundi, vendredi 9h, voilà. On compte pas ses heures, on y est. Alors on essaie quand même de sortir un peu du temps, c'est important d'avoir des jours off pour. Voilà, donc j'avais un jour ou deux off dans la semaine. Par contre, les week-ends, forcément, on travaille. Donc si on joue le dimanche, la veille, on va préparer ces matchs. Alors pour repartir de la semaine, le lundi, c'est du travail le matin, souvent d'analyse de match du week-end en question. Sur la matinée, l'après-midi, on se retrouvait toujours. Alors
on travaillait plutôt de l'après-midi. Chacun avait son petit temps de travail le matin avec le staff. L'adjoint pour déjà préparer le week-end d'après, pour se spécifier sur, par exemple, travailler sur la ligne dev, sur 2-3 aspects de la vidéo aussi. Enfin, tout le monde utilisait un peu tout, mais moi j'avais deux, trois pistes, 2-3 notions sur lesquelles j'avais mes retours à faire. Okay. Je faisais aussi mon analyse libre, et puis je proposais des choses à l'entraîneur, au staff, on en discutait. Il n'y a pas que je veux ça, toi aussi tu faisais ton analyse, c'est intéressant. C'est intéressant déjà à cette époque-là, alors que j'étais jeune et que j'avais évolué à mes modestes niveaux, de me donner cette chance-là. Bien sûr, parce que j'imagine qu'il y a des structures où il faut faire que ça, et les vidéos, ouais, c'est ça, complètement. Sûr, bon, il s'exécute et en même temps, il apporte toujours un peu. Oui, ça l'est. Et dans un deuxième temps, au bout de 6 mois, c'est la Ligue 2 qui avait besoin. Je connaissais Michael Diaferia, qui est encore le préparateur physique, qui était prof à la fac. Et c'est de là que j'avais créé du lien. Et en fait, au bout de 6 mois, il m'a dit on change d'entraîneur et on n'a pas d'analyste. Est-ce que tu veux venir nous aider? À l'époque, c'était Vincent Ognon qui gérait. Et là, par contre, avec Vincent, c'était je te séquence tout. J'avais toutes les minutes, les commentaires, et moi, je séquençais juste. C'est compréhensible aussi. Oui, bien sûr. Ça, c'est normal aussi. C'est ça. C'est ça. Et puis il ne me connaissait pas, donc il sait pas la vision que j'ai. Enfin, ça peut, c'est hyper. Au début, il patauge complètement. Et petit à petit, j'ai essayé d'apporter un peu des choses, etc. Ça s'est terminé entre guillemets pas comme je le voulais, parce que moi j'aurais voulu continuer et justement être un peu sur cette approche-là. Avec Vincent, on s'était accordé pour qu'on continue ensemble. Au milieu de tout ça, il y avait déjà quelques regroupements avec Haïti, donc j'en parlerai, je le présenterai et je raconterai comment c'est arrivé, mais du coup qui ont freiné un petit peu le fait que je puisse me consacrer à fond avec la Ligue 2 et au moment de basculer sur un futur contrat, alors qu'on s'était mis d'accord avec Vincent sur aussi un aspect terrain, parce que en plus j'avais joué, donc je pouvais aider sur des choses toutes bêtes, mais des sources de balles, mettre un petit peu de voix aux entraînements. En plus, je voulais en faire mon métier, donc c'était plutôt de bon augure, et puis aussi de répondre à la demande qui est d'abord la vidéo. Finalement, c'est avec le directeur sportif qu'on s'est pas accordé, voilà, pour différentes raisons. Mais du coup, oui, effectivement, dans ce deuxième temps-là, je faisais juste séquence minute 6:30 à minute 6:45 et mets ce commentaire-là, et t'as l'impression d'être pas informaticien, mais monteur, quoi. T'es pas analyse vidéo, t'es monteur. Oui, pas ce que tu recherchais. Non. Et du coup, après, tu vas... Alors, quand tu bascules avec la sélection haïtienne, c'est en parallèle de Grenoble ou tu fais que ça à ce moment-là? Non, c'est en parallèle. Okay. Au bout de 7-8 mois, je crois que je commençais pas déjà à travailler avec la Ligue 2, je crois que c'était au mois de quelque chose comme janvier ou février. J'ai Nicolas Delépine qui m'appelle un matin et qui me dit écoute, on me propose de devenir sélectionneur de l'équipe d'Haïti pour la section féminine senior. J'ai envie de t'embarquer avec moi sur la vidéo. Donc écoute, super nouvelle, évidemment, opportunité exceptionnelle. Bon, j'avais aucune contrainte moi pour rester là, parce que je savais que c'était un engagement en termes de disponibilité, etc. En plus, je bossais avec eux, avec le GF38, donc c'était hyper facile parce que du coup, le club comprenait. S'il m'en parlait, s'il avait cet accord-là, c'est parce qu'avec le club, il avait tout calé et qu'on savait que sur certaines dates, on allait pouvoir bouger. Et donc, en fait, tout se passait sur les périodes de trêve internationale. Okay. Donc, on se regroupait avec justement et tout le staff et toutes les joueuses d'Haïti qui jouaient et qui jouaient encore et jouaient à ce moment-là partout dans le monde. Okay. Pour des regroupements internationaux, donc pour des matchs amicaux, voilà. Alors à notre modeste échelle, parce que Haïti c'est pas l'équipe de France, c'est pas la même fédération, donc en termes de moyens, c'était voilà, on a dû gérer beaucoup de choses, trop par rapport à ce que gérerait un analyste de l'équipe de France, qui au contraire serait pas dans une analyse, on va dire, un peu plus globale et ne ferait pas aussi d'autres aspects comme de l'administratif, des choses que j'ai pu faire, et qui serait dans quelque chose de, au contraire, beaucoup plus pointilleux, d'analyser juste une ligne défensive ou d'être spécialiste sur un truc. Mais je savais dans quoi on s'embarquait, et au contraire, je savais que l'expérience allait être hyper enrichissante, et c'est ce qui s'est passé. Donc à ce moment-là, on se lance là-dedans. On est toujours avec le GF38 en parallèle. On se lance là-dedans. On a les premiers rassemblements. On commence à voyager à l'autre bout du monde. C'est
aux alentours 2021-22, un truc comme ça. Exactement, 2021. Et donc la Coupe du Monde en 2023. Enfin, moi, juste la première question que j'ai là-dessus, c'est tu me dis que les joueuses elles jouent un peu partout dans le monde. Ouais. Quand on n'a pas les moyens d'une grande sélection, justement, est-ce qu'il y avait des joueuses qui jouaient, j'imagine, au pays Oui, complètement. En termes de moyens, de vidéos, etc. Comment ça se passe? Alors, au début, j'ai envie de dire que ça se passe quasiment pas. Okay. C'est-à-dire que c'est moi et mon propre matériel c'est moi qui me débrouille pour venir avec mes moyens, avec les moyens qu'on pouvait avoir nous. Le budget est infime. Le budget prioritaire à ce moment-là, c'est d'abord de rassembler tout le monde, de payer les billets d'avion, de payer tout ce que ça coûte. Le centre d'entraînement aussi, parce que en Haïti, ça l'est toujours, mais à l'époque c'était très compliqué en termes d'échanges internationaux, etc. Puisqu'il y avait comme une forme de guerre civile. Donc nous, on était un petit peu gênés par rapport à ça, mais ça nous permettait à nous de voir d'autres pays, de voyager. Et du coup, vous alliez où surtout au niveau des Caraïbes. Okay. Amérique centrale. Donc vous étiez dans un pays c'est ça. Pas bien loin, entre guillemets. C'est ça, exactement. Ça a été ça. Un peu plus tard, ça a été Europe, parce que du coup, on a réussi un petit peu à faire valoriser cette équipe en se qualifiant notamment à la Coupe du Monde. Là, en termes de moyens, du coup, tout explose, entre guillemets. Donc du coup, après on a fait des camps en Europe, mais à ce moment-là, on faisait des camps aux Caraïbes. Très vite, on était, parce que du coup, les centres, les regroupements amicaux pour travailler sont pas prioritaires, parce que c'est du budget. Ce qui est prioritaire, c'est un peu comme partout, c'est d'abord les garçons. Et les filles sont pas délaissées. Il y a des moyens quand même, surtout en Haïti, parce qu'elles ont une grosse équipe et il y a toujours beaucoup de qualité sur les jeunes, sur les filles et sur les seniors. Elles faisaient déjà de bonnes choses en jeunes. Et en fait, du coup, en termes de moyens, vu que les jeunes filles faisaient de belles choses, que les garçons, c'était bien. Et là, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde et c'est génial pour eux. Mais à l'époque, c'était très compliqué. Ça doit être la première fois de leur histoire. Donc, ils étaient bons là-dedans. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Je crois que dans les années 60-70, ils en avaient fait une, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans et c'est très bien pour eux. Donc au début, on n'a pas de moyens. Donc on arrive avec notre petit matériel. Déjà, moi, j'avais la chance d'y être. Alors oui, à savoir qu'au début, ça avait commencé un petit temps sans moi. C'est-à-dire que l'analyse vidéo n'était pas prioritaire, c'était l'entraîneur et le prépa physique. La base de tout, c'était ça. L'entraîneur, j'imagine, pour faire la sélection, il faut qu'il voit comment les joueuses jouent. Ouais. Et s'il n'y a pas de moyen dans la vidéo et qu'il ne peut pas se déplacer dans le championnat local, par exemple, comment ça se passe? Lui, pour sélectionner ses joueurs, il y a des bases de données, il y a quand même des choses qui se font à l'international, il y a des logiciels comme Wisecout, Dell Sport Code, alors ça c'est plus pour traiter, mais Wisecout, en fait, on arrive à avoir un petit peu de la vidéo sur des matchs et du coup pouvoir, de la base d'une liste de joueuses sélectionnables, aller chercher des vidéos sur un tel. Forcément, il y a les joueuses prioritaires parce qu'on sait qu'elles jouent en Europe, notamment en France, il y a de très bonnes joueuses et les filles d'Haïti, notamment de par leur lien avec les agents, etc., viennent beaucoup en France. Okay. Parce que en France, et maintenant il y a l'Angleterre, l'Espagne, c'est francophone aussi. C'est un pays qui laisse pas mal la chance au foot, qui permet aussi d'en vivre. En D2 c'est un peu compliqué, en D1 les filles vivent du foot, les femmes vivent du foot. Toute proportion gardée par rapport à leurs âges. Forcément, si tu débutes, si tu sors d'un centre de formation, tu n'as pas tout de suite un salaire qui te permet de vivre convenablement. Mais donc c'était ça. Et on a des filles qui viennent de partout, dont quelques-unes qui viennent de petits clubs en Haïti et qui ont la chance d'être en regroupement, mais qui du coup elles aussi voient d'autres conditions d'accueil en termes d'hôtel, en termes d'infrastructure, en termes d'entraînement aussi, parce que d'un entraîneur et de terrain moyen, elle passe à quelque chose de beaucoup plus grand, d'un staff de 4-5. Et puis de bonnes conditions. On avait des conditions qui étaient très correctes d'entraînement, de logement, etc. Des équipements. Alors comme je te dis, c'est pas l'équipe de France, c'est pas les États-Unis, donc on faisait avec nos moyens. Et c'est vraiment ce qu'on a retenu pendant plusieurs années. Et on a plein d'anecdotes. Parce que quand c'est à nous de porter des choses, quand c'est à nous de faire des visas, de transferts, etc.,
Je me demandais, tu te dis... quand vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde, donc la Coupe du Monde c'était en Australie et Nouvelle-Zélande. C'est ça, les deux. Les deux. Ouais, les deux. Donc pour choisir le camp de base, le terrain où s'entraîner, etc., c'est vous qui gérez ça ? C'est nous qui gérions ça. En fait, on était en collaboration avec une partie du staff qui était haïtien. Donc qui vivait au pays. Là-dedans, il y avait l'intendant, il y avait celui qui s'occupe un peu de tout ce qui est transfert, transport de joueuses, etc. On travaillait ensemble. Donc à chaque fois qu'on se regroupait, on se regroupait ensemble. On était sur les réunions, on bossait ensemble. Nous, on était le staff technique et médical. Et après, il y avait le staff élargi avec justement, comme je te disais, l'intendant. J'ai mangé le nom de celui qui s'occupe de ça, justement. C'est un nom. Je confonds avec autre chose, mais qui s'occupe de gérer tous les papiers de tout le monde, tous les voyages à chaque fois, etc. On travaillait ensemble, du coup, et je sais plus pourquoi je disais ça. Par rapport à la Coupe du Monde, que tu gérais le tout avec ton staff. Oui, parce que du coup, on a géré des choses comme je te disais tout à l'heure, qu'on ne devait pas gérer. C'est moi qui ai fait des visas pour les filles, qui ai passé des heures et des heures dessus en lien avec Nicolas, qui gérait aussi beaucoup de choses. À savoir que tout le monde dans ce staff français était salarié dans un club en France. Donc en fait, il y a le travail à côté. Moi, j'arrivais à me dégager pas mal de temps parce que je faisais ce que je faisais à ce moment-là, et avec les filles, avec les garçons. Et à côté de ça, j'avais quand même du temps pour bosser, mais on faisait des semaines de 60 heures. Avec Nicolas, c'était ça, mais on savait pourquoi on le faisait. On savait qu'il y avait un potentiel avec cette équipe-là, cette équipe nationale, et on savait que l'objectif ultime, déjà quand on a pris cette équipe, c'était la Coupe du Monde. Et on savait qu'à partir de là, si on atteignait cet objectif, c'était quelque chose de fou. J'imagine que tu te souviens du match que vous avez gagné pour vous qualifier à la Coupe du Monde. Oui, bien sûr. C'était quand et où, et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Alors, le match qu'on gagne, alors du coup, pour faire un peu l'histoire avant ça, il y avait plusieurs camps, très vite des matchs qualificatifs, donc et pour la Gold Cup, malheureusement on s'est pas qualifié, et du coup pour la Coupe du Monde. Et en fait, il y avait une poule de 4 à ce moment-là, ça se passait au Mexique à Monterrey. Dans notre poule, on a la Jamaïque, on a le Mexique, nous et les États-Unis. Donc pas rien. Les deux premiers se qualifiaient tout de suite à la Coupe du Monde, le troisième jouait les barrages. On joue le premier match contre les États-Unis, qui est à ce moment-là qui est la meilleure nation du monde. Donc nous on arrive, ça se passe dans le stade des Tigres. Où jouait Gignac à l'époque. Donc on avait connu plusieurs camps où déjà on voyait des infrastructures de beaux stades, etc. Mais quand on arrive dans ce stade, c'est un des plus beaux. J'ai quelques photos évidemment, on garde des souvenirs parce qu'on est à la fois comme des gosses et à la fois on essaie de rester pro, mais c'est pas toujours évident. Et on joue ce match contre les États-Unis et on fait un match exceptionnel. Les filles étaient à ce moment-là quasiment héroïques. On rate un penalty et on perd 1-0 ce match-là contre les États-Unis. Mais non, pas rien. Je crois que ça s'est terminé à 1-0. Ouais. Donc pas rien. Donc il se passe ce premier match. Derrière, on jouait le Mexique et la Jamaïque. Donc sur le papier, on savait que les États-Unis, il fallait limiter la casse. Le plan de jeu aussi qui allait bien face à ça. Et derrière, Mexique et États-Unis. Mexique chez elle. Alors après, c'est dans des stades immenses, mais en termes de proportion de supporters, il y avait 7000 personnes. Comme un stade de 60 000. Voilà, ça fait vide. Ouais, exactement. Comme c'est des matchs de Ligue 2, un petit peu moins quand même. Mais forcément, les supporters haïtiens peuvent pas venir. Tout le monde est un peu bloqué. Puis les Mexicains à ce moment-là, ça les intéresse, mais c'est pas comme les garçons. Et parce qu'à l'époque, le foot féminin était pas autant démocratisé. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est vu à la Coupe du Monde où les stades étaient quasiment pleins. En Australie, c'était vraiment plein. On gagne le Mexique. On les gagne 3-0. On fait un match exceptionnel. Tout nous réussit. Les joueuses étaient vraiment au top. Moi, à ce moment-là, pendant les matchs, je suis en tribune. Faut savoir que le poste d'analyse vidéo, c'est en tribune, derrière mon petit ordi. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. Soit on est directement connecté, alors on l'est par un talkie-walkie, on l'était à ce moment-là.
pour donner 2-3 infos, mais il y a l'adjoint et l'entraîneur, et à deux, ils s'autosuffisent pour gérer le match, pour savoir aussi tactiquement. Voilà, si je vois des choses, si je vois quelque chose apporter des informations. Exactement. C'est après, ils en font ce qu'ils veulent. Exactement. Okay. Mais il ne faut pas que ce soit trop. Faut pas qu'il y ait trop de flux d'infos. Donc c'est 2-3 trucs. C'est le petit mot à la mi-temps. Voilà. Mais c'était pas à ce moment-là, de par mon expérience aussi, c'était pas mon rôle prioritaire d'avoir une vraie analyse à la mi-temps. Mais je sais que voilà, j'ai passé des messages. Ça allait écouter ou ça allait pas, mais au moins c'était passé. C'était ma vision des choses. Donc je suis en tribune. Donc en fait on vit le match d'une façon complètement différente de ce qui se passe sur le banc parce qu'on est en différé. Mais on voit des choses, c'est-à-dire qu'on est en avance un peu sur une action, un fait de jeu, une action, l'arbitrage, il y avait la VAR. Donc on est en avance sur ça et on peut donner des infos. Donc on gagne ce match-là et moi de la tribune, je le vis comme un gosse sur la fin quand il y a 3-0, que je vois le staff qui court sur le terrain à chaque but, les filles qui sont voilà, ça faisait déjà un moment qu'on travaille avec ces filles-là, donc il y a aussi l'aspect évidemment social et affectif qui rentre en jeu et on se prend au jeu en fait. Et on joue après ça le match contre la Jamaïque. Donc il faut savoir qu'entre chaque regroupement comme ça, là je veux pas te dire de bêtises, mais c'était un camp, il me semble, où tout était condensé. Ah, je sais plus, j'ai un doute. Je sais plus si on avait des semaines où on rentrait. Okay. Justement, bon, je regarderai à la limite. Bon, c'est pas. Mais entre chaque match, forcément, il y avait l'analyse du match. Mais rapidement, on était sur le prochain. Donc, on s'approche du match contre la Jamaïque. On avait repéré des points forts, des points faibles. C'est toujours un petit peu ça le rôle de l'analyste. Et du coup, le plan de jeu. Ce qui est hyper intéressant, c'est que encore plus à la Coupe du Monde, entre chaque match et la Coupe du Monde, c'est pas exactement le même fonctionnement parce que le premier, tu t'en fous un peu. C'est-à-dire que tu es tout de suite sur le deuxième. Quand tu es plus sur de l'apprentissage pour préparer quelque chose, tu as justement un retour sur ton match. Le lundi, il va y avoir une petite séance où tu bosses sur 2-3 choses. Et après, justement, la semaine est organisée par rapport au match, par rapport à ce qui est vu. Donc, je vais te dire n'importe quoi. On va avoir le mardi matin une petite séquence sur l'animation off en l'occurrence, je prends l'exemple de la Jamaïque. Nous, on va bosser notre animation def. Voilà, et on va se servir du groupe de 20 pour le groupe plus ou moins remplaçant faire travailler un peu comme la Jamaïque et nous bosser sur ce qu'on veut bosser avec ce qu'on pense être titulaire. Et après, il y a les changements, il y a les choix, il y a tout ça qui est fait. C'est comme ça que s'organisaient les semaines. T'as les coups de pied arrêtés, t'as tout ça, mais les semaines où on était dans la compète, c'était comme ça. Le jeudi, tu vas faire une autre séance sur autre chose. Le vendredi, tu vas faire du spécifique au poste. Et puis après, le samedi, veille de match ou jour de match, tu es dans ton truc et tu penses plus qu'à ça. Il y a 2-3 ajustements, mais tu as bossé toute la semaine, voire des semaines avant pour ça. Donc il se passe ça. On perd 1-0 contre la Jamaïque. Et en fait, très frustrant parce qu'on avait fait le focus sur plein de points flagrants par rapport au match que moi j'avais vu, qu'on avait vu sur la Jamaïque, et il s'est passé tout ce qu'on avait vu. Et du coup, tu as un côté où tu te dis, bon, est-ce qu'on a mal passé notre message, notre erreur? Est-ce que ça n'a pas assez bien été écouté par les filles? Est-ce que juste c'était un jour sans? Ou est-ce que aussi elles étaient meilleures? Tu vois, il y a plein de questions qui se posent et tu sais jamais. En fait, la vidéo, il y a un côté subjectif. Et moi, j'ai toujours trouvé ça, c'est que tu vas montrer des choses, c'est pas forcément ce qui va se passer. Par contre, c'est toujours des éléments que tu donnes. C'est ça. Tu vois, c'est toujours un plus que tu donnes. On s'en sert pas. Savoir que telle attaquante, elle est très forte au jeu, qu'elle calme tous les ballons, qu'une fois ou deux dans le match, elle va faire sa prise de balle pied extérieur. Enfin, tu vois, c'est tout un tas de trucs. Exactement. Pour faire en sorte de contrer exactement. Il y avait toujours un aspect collectif, comment se comporte l'équipe. Quand on a joué des équipes très collectives, donc voilà, en termes de rotation, etc. On va en parler, mais le Chili, c'était ça. C'était un peu comme l'Espagne, le tiki-taka, c'est un peu les joueuses qui dézonent partout, c'est très compliqué, mais en même temps, tu as toujours des trucs à voir. Et donc, tu as toujours une partie, je tape mon micro, collective, et une partie individuelle de telle joueuse, son pied fort c'est ça, etc. Voilà, on faisait à chaque fois des petites affiches avant les matchs avec les déplacements préférentiels de chacune. On utilisait beaucoup les statistiques du coup, parce que petit à petit en fait on avait de plus en plus de moyens. Et quand on se rapprochait, je pense qu'au niveau de la Fédé, ils se disaient plus ou moins ils vont le faire les cons, tu vois, et putain, ils vont se qualifier. Donc allez, on met tous les moyens. S'il y a 2000 € de plus à investir sur un truc de statistiques, on les met.
Et du coup, petit à petit, c'était ça. Donc en fait, on utilisait la stat, on avait des retours stats entre les matchs, on a utilisé la stat aussi pour faire venir nos joueuses, pour savoir qui on allait choisir. Tu vois, t'as tout un ça. C'était vraiment évolutif. Et du coup, on perd ce match contre la Jamaïque. Donc, coup de tonnerre, hein, enfin voilà, on se dit que parce que la Jamaïque était supposée être moins forte que le Mexique. Okay. Et on finit troisième. Ouais, c'est ça. Et il y avait aussi un scénario qui faisait qu'on pouvait faire match nul mais pas perdre par rapport au match justement Jamaïque-Mexique. Donc on perd et c'est scénario catastrophe. Je m'en souviendrai toujours dans le vestiaire à ce moment-là, un moment de deuil. Enfin, on avait l'impression que tout le monde était désuni, que le ciel s'était abattu sur la tête de tout le monde. Forcément, en plus, les filles au pays, c'est une fierté, mais elles, nous, j'allais dire, ça allait changer peut-être mon avenir, peut-être que ça l'a changé, mais j'allais travailler le lendemain. J'allais travailler la semaine d'après. Je rentrais en France, je travaillais. Elles, elles rentraient en Haïti, pour celles qui n'avaient pas de contrat, etc., c'était pas les mêmes conditions. Donc tu vois, c'est du rêve, il y a l'aspect financier, il y a beaucoup d'enjeux. Et du coup, à ce moment-là, quand on perd ce match-là, le rêve plus ou moins s'arrête parce qu'on savait que derrière c'était barrage, et barrage c'était 2 matchs. Match aller-retour ? Non, 2 équipes, mais sur un match, à affronter en lieu neutre. Okay. Donc ça se passe quelques semaines après. Que la première équipe qui se qualifie. Ouais, exactement. En fait, il y avait 3 équipes. Il y avait une équipe qui jouait pas le barrage, 2 équipes qui s'affrontaient avant de jouer la 3e équipe qui était le Chili. Ouais, qui vont se passer, exactement, c'est ça. C'était le même fonctionnement. Donc ça se passe en Nouvelle-Zélande. Donc on va à Auckland. Pareil, conditions FIFA. Hein. Nouvelle-Zélande pour aller. Ouais, exactement. Lieu neutre en fait, là où va se passer tout ça. Et les dernières places se disputaient là-bas. Okay. Donc on va en Nouvelle-Zélande. On joue le premier match contre une équipe africaine. Je la retrouverai. On regardera aussi, on peut chercher. Du coup, contre le Sénégal. C'est ça, ouais, c'est vérifié, tu vois, j'y étais, mais avec la CAN et tout ça, je me suis mélangé. Donc contre le Sénégal, et on gagne 4-0, on fait un gros match, il y avait une différence de niveau, donc on sait qu'on se qualifie pour l'étape d'après, pour la finale, contre le Chili. Finale, une dernière place pour la Coupe du Monde, parce qu'en plus toutes les autres équipes étaient qualifiées. Dans les autres continents, pareil, ça s'était fait ou ça se faisait avant ou après. Donc il se passe ce match-là en Nouvelle-Zélande. Alors attends, c'était en Nouvelle-Zélande ? Oui, c'était en Nouvelle-Zélande. À Auckland, tu me disais. En Auckland, ouais. Parce qu'il y a tellement eu de regroupements. On a fait aussi Costa Rica, il s'est passé plein de choses. Ça se passe en Nouvelle-Zélande, si je dis pas de bêtises. Et on gagne ce match, un match pareil, un match fou. Sur le papier, il y a 30 places d'écart en termes de classement FIFA, de rang FIFA. Le Chili est devant ? Le Chili est devant. Okay. Ah ouais, on est un peu loin derrière même. Et puis on fait un match très défensif, mais qui exploite, vraiment basé sur nos forces, nos qualités. On fait un super match. On mène 1-0. Il y a pas mal de faits de jeu. On obtient un penalty. Ça fait 2-0. On a un autre penalty, balle de 3-0, on le rate, on prend un but, il reste 5 minutes, 2-1, et je crois qu'à ce moment-là, elle touche la barre dans les dernières minutes. Un scénario fou. Un scénario fou que je vivais toujours en tribune, moi, et je voyais le bon. T'étais tout seul ou t'étais accompagné ? Alors, ce qui est toujours tout seul, ce qui est marrant, et je l'ai pas dit, la petite anecdote, c'est contre les États-Unis, je vis le match en tribune, je suis tout seul, ils sont 10. C'est-à-dire qu'il y a un banc de 10 personnes, 10 analystes vidéo des États-Unis. Il n'y avait peut-être pas que les analystes vidéo, mais moi j'étais. Tu sens la différence de moyens. Ah ouais, exactement, exactement. Là j'étais plutôt bien placé pour le voir. Pareil sur le staff, tu le vois. C'est complètement différent, c'est d'autres moyens, c'est notre fédé, ça se comprend. Et du coup, quand tu vois que vous gagnez, vous êtes qualifié, toi t'es tout seul. Ouais. C'est quoi, tu cours directement au vestiaire ? Ouais. Je laisse l'ordi, je prends le temps de plier l'ordi quand même. Un Mac, 1500 €. Bon, je prends le temps de plier l'ordi, je fonce, je passe pas les vestiaires, j'arrive sur le terrain, toutes les filles en pleurent parce que comme je t'ai dit, pour elles, ça avait une importance monstre. T'as l'aspect financier, t'as tout ça. Nous, c'était pour le truc de vivre une Coupe du Monde. Ah ouais, non mais c'est ça. Et puis on était là, je partais de ma petite région, etc. Tu te dis, là tu vas aller à une Coupe du Monde. Tu as un petit parcours où tu te dis,
d'où on vient, etc. Et comment les choses vont vite. Et on en était là. Et en même temps, on a bossé pour, tu vois. Et c'était du coup un mélange de fierté, plein d'émotions. Donc nous, en tant que staff, on était très fiers, très heureux. Et à la fois, c'est les moments où on a pu profiter sans tout de suite penser, en plus il y a un peu de temps, t'as les dernières places, etc. Donc on a un peu fait la fête sur les derniers jours à Auckland, bien content de ce qui s'était passé. Le lendemain, je crois que c'était le lendemain, même pas le surlendemain, le lendemain tout le monde rentre chez soi. Et en fait, moi je suis resté avec l'entraîneur des gardiens à ce moment-là, alors qu'il parlait pas un mot d'anglais, moi un petit peu, pour aller choisir justement de camp de base. Okay. T'en parlais, mais à ce moment-là, du coup, on va en Australie. Donc, et en fait, à ce moment-là, vous savez déjà votre groupe? Exactement. Okay, donc, on connaît notre groupe. Okay. Et on est sur la dernière place restante. Okay. Et notre groupe, c'est Angleterre, Chine, Danemark. Ok. Donc Angleterre, pareil, gros morceau. Angleterre, gros morceau, qui fait finaliste. Chine, grosse, énorme nation. Alors, foot chez les garçons, pas trop, mais beaucoup de moyens. Non, pas trop chez les garçons, mais beaucoup de moyens quand même chez les filles. Gros pays, voilà. Et puis bien classé aussi au classement rang FIFA. Et le Danemark, pareil, nation européenne, très athlétique, beaucoup de filles qui jouent en Europe. C'était un peu mieux que la Chine en termes de rang FIFA. Mais l'Angleterre, c'était 2 ou 3 à ce moment-là. Et en termes de match, les terrains étaient assez proches où il y a fallait aller côté est. Ouais, on a dû bouger. Donc à ce moment-là, avec du coup l'entraîneur des gardiens, on va en Australie, on va à Perth. On avait le choix entre plusieurs camps de base à Perth. On n'avait pas le choix de la ville. Ah si, je crois qu'on avait le choix. Je crois qu'on avait le choix de la ville qu'on a rapidement mis sur Perth parce que notre 3e match se jouait à Perth justement et qu'on voulait limiter les transports, etc. Donc on s'est basé, on est resté sur Perth et on a visité plusieurs hôtels qui étaient plus ou moins rattachés à des terrains. Si tu veux, tu avais choix 1, cet hôtel, ce terrain, tant de distance du stade, etc. Choix 2, choix 3. Tu voyais vite dans... Ça, c'est vous qui avez dû le choisir ou alors il y avait la FIFA avait mis à disposition? C'est la FIFA. Okay. Ah ouais, c'est la FIFA. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le surlendemain, on est pris en main, il y a la FIFA. Alors là, du coup, c'est pareil, un peu un autre monde. Il y a 3-4 mecs qui viennent à ton hôtel, qui te récupèrent, van, etc. Enfin, avion d'abord. Donc tu as le billet d'avion. Après, dès que tu atterris à l'aéroport, là, tu es pris en charge. La FIFA gère tout. Gère l'hôtel à chaque fois, donc ton hôtel pour les visites, tu sais qu'à telle heure tu as ton planning, telle heure tu vas visiter ça, c'est hyper carré. Mais c'est la FIFA, on se rend pas compte quand on le vit pas, mais les moyens qui sont mis, c'est comme les JO nous en France, c'est exceptionnel, on n'y pense pas, mais c'est une organisation monstre, des gens qui sont payés juste à faire les visites, alors qui ont des rôles après plus ou moins différents, mais pendant la Coupe du Monde ou après la Coupe du Monde, mais c'est exceptionnel les moyens. Donc on a 3-4 mecs qui nous emmènent. Pas de traducteur, c'était un peu... on en demande un peu, mais quand t'es pas forcément anglophone... Alors on savait, c'est Nicolas qui m'avait mis sur ce rôle-là, il savait que je me débrouillais en anglais. Baptiste, si regarde ses vidéos, il en rigolera, mais en anglais c'était plus dur. Et du coup, on y va et on se débrouille comme on peut. Et bon, au bout d'un moment, tu comprends que pitch, ça veut dire terrain, que voilà, il y a pas mal de mots qui correspondent à ceux en français. Donc on se débrouille. On propose du coup au reste du staff les différents choix. On se voit, on faisait beaucoup de visio parce que t'en as un qui est à Nantes, t'en as un qui est en Corse, t'en as un peu partout en France, voire pas en France. On a eu un docteur qui travaille en Nouvelle-Calédonie après, qui est venu pour la Coupe du Monde, lui. Donc voilà, et petit à petit en fait le staff aussi changeait un petit peu. On voyait des gens arriver dans les conversations, les groupes WhatsApp, parce qu'on savait qu'il allait y avoir une kiné en plus, qu'il y avait besoin peut-être de femmes pour travailler justement avec les filles dans le foot féminin, d'un docteur parce que c'était obligatoire, les choses évoluent. Et du coup on choisit un camp. Et sur la répartition des matchs, on fait le premier match à l'autre bout de l'Australie. Il me semble, je crois que c'est Brisbane. Ouais. Donc on part quelques jours avant, pareil c'est hyper carré. Avant ça, j'en ai pas parlé, on fait un camp d'entraînement à Crans-Montana en Suisse. Okay. Malheureusement là où il y a le drame, mais on fait 2 semaines et demie, 3 semaines de camp là-bas, entraînement. Donc la Coupe du Monde était en septembre si je dis pas de bêtises. Août. Ouais. Août.
Donc quasiment tout le mois d'août. Juillet, vous êtes c'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Juillet, on est en camp. Là, vous êtes dans le focus entraînement, focus Coupe du Monde. Du coup, je te disais, les moyens sont différents. Moi, de ma position d'analyse, j'obtiens un drone, je peux tourner, je peux travailler autour de ça. Le prépa physique a d'autres moyens, GPS, des trucs, tu vois. Ouais. Est-ce que là, le quotidien, du coup, tu dis que je suis en train de gagner une Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Oui. Moi, ça faisait, depuis qu'on s'était qualifié, tu penses qu'à ça. C'est-à-dire que moi, qui avais ma poule en plus et qui peut anticiper le travail et d'analyser les matchs, alors c'est anecdotique. Tu étais encore à Grenoble à ce moment-là, avec oui. Oui. Est-ce que c'était difficile à gérer le quotidien à Grenoble? Ouais, un petit peu. À ce moment-là, oui. Mais c'est pareil, tu fais des semaines à 50 heures, tu comptes pas. J'avais que ça à faire. mes potes l'ont compris. Tu vois moins tes potes, tu es moins famille. J'étais encore chez mes parents à ce moment-là. Ils savaient que c'était mon objectif, c'était de te donner tous les moyens parce que sinon tu as des regrets. Exactement. Faut tout donner. Et il faut savoir que quand on analyse une équipe, on regarde 7-8 matchs de l'adversaire. Okay. Donc c'est pas forcément quelque chose d'instinctif. On se dit que 2-3 derniers matchs c'est intéressant. On regarde les 7-8 derniers, ils sont pas tous aussi intéressants. On essaye de regarder ce que par exemple quand on commençait par l'Angleterre, ce qu'ils avaient fait contre une petite équipe moins qualitative parce que ils n'ont pas le même jeu contre un bloc bas, machin. Tu vois les choses différemment. Tu regardes les points forts et du coup c'est fou parce que derrière le match, moi je le vis forcément complètement différemment. Je revois des comportements types, je vois aussi des différences, je vois des choses que je pouvais pas savoir ou des choses que peut-être j'ai pas vues, mais c'est une autre approche vraiment. Tu vois des choses que tu as analysées où tu te dis ça je l'ai vu dans la c'est ça. Quand la compo sort, tu te dis tiens, est-ce que j'avais raison, parce que tu as un côté où tu supposes parfois, un côté où tu as des certitudes, mais tu vois tu as tout un aspect où il y a plein de petites choses qui arrivent. Le jour du match, voilà, tu vois la compo, t'en parles avec l'entraîneur. Ok, elle, c'était une remplaçante, on l'a étudiée, elle a tel, elle était supposée remplaçante, elle a tel point fort, tel point faible. C'est vraiment une approche. Et pendant du coup plusieurs semaines avant et la Suisse et la suite, je suis sur ça, quoi. Okay. Et en même temps, on joue un match amical en Suisse contre la Moldavie. Et on joue ensuite un match sur le trajet en Corée du Sud. Donc on va en Corée après la Suisse. Vous arrêtez en Corée du Sud, ensuite, c'est ça. Donc tu es obligé aussi d'analyser un petit peu ces équipes parce que il y a toujours ce côté analyse de l'adversaire. Il y a ce côté toujours adaptation à l'adversaire. La Corée, c'était un vrai match de gala, le dernier avant la Coupe du Monde, celui qui te met en confiance si tu fais un bon match. Énormément de monde. J'étais surpris dans un très beau stade aussi, 40-50 000 personnes. Il y avait une Coupe du Monde en Corée. Il y a bien longtemps, en Corée du Sud, et c'était un match qui avait servi pour la Coupe du Monde. Oui, en 2002. Pour les garçons, c'est ça, ouais. Et Sud-Japon. Ouais, exactement. Mais tu vois, à ce moment-là, je le savais pas. Mais du coup, toute cette préparation, la Suisse, c'était des conditions pareil assez folles. On a le choix sur le camp qu'on choisit d'entraînement. Nous, il s'avère que c'était soit Espagne, soit dans un camp d'entraînement professionnel, soit la Suisse. Et par rapport aux conditions que tu vas retrouver en Australie, il faut se rapprocher de ça. Et tu vas pas aller peut-être en Afrique où il fait 35 degrés, alors que tu sais qu'en Australie, il va faire peut-être plus 15. Qu'il va pleuvoir, La Suisse c'était vraiment adapté. Il y avait aussi le côté aussi oxygénation qui te permet d'avoir une petite plus-value, même si sur 3 semaines et à cette altitude il se passe pas grand-chose. Mais voilà, le côté libre, le côté on est dans notre truc. T'as un petit peu les médias aussi qui s'y mettent, donc on voulait pas être impacté. Le stage passe très bien dans un hôtel exceptionnel, un terrain, des conditions assez folles. À Crans-Montana, c'est magnifique. Et du coup, on part en Corée, on joue ce match. De prépa, avant ça la Moldavie et ensuite en Australie. Et du coup, premier match donc Brisbane, le deuxième, je sais plus si c'était pas Sydney, c'était côté est, il me semble aussi de l'Australie, et le troisième du coup à Perth. Okay. Parce qu'on savait que ça fait un peu ça, ouais. Attends, je crois que je fais une bêtise. Je crois que c'était Perth. En fait, le plus abordable, et il me semble que c'était contre la Chine, on l'a joué à Perth. Okay. Pour justement limiter nos déplacements. Donc ça devait être le deuxième. Donc on fait Brisbane, on rentre très vite. On joue contre la Chine le deuxième match. Et le troisième match, il me semble qu'on repart, je sais pas si on repart pas à Sydney ou on le joue à un autre endroit. Et
Vous avez passé combien de temps du coup là-bas en Australie, 3 semaines de prépa et ouais, là-bas 3 semaines de prépa et là-bas ça dure 2 semaines si je te dis pas de bêtises. Donc ça passe vite, j'imagine. Ouais. En même temps, T'arrives une semaine avant et en une semaine et demie c'est fini. T'as un match, 3 jours après t'as l'autre, 3 jours après t'as l'autre. Et puis ça va très vite. Pareil, t'as les médias, t'as les conférences de presse pour l'entraîneur, les joueuses. T'es plus dans l'analyse de la veille, mais t'es dans l'analyse de ce qui arrive après. On avait des chances de se qualifier parce qu'en fait on perd le premier match donc 1-0 contre l'Angleterre. Pareil, un match presque même scénario contre les États-Unis, mais on a une occasion à 5 minutes de la fin énorme et on peut égaliser. Elle marque sur penalty. Voilà, on leur pose des problèmes. Le deuxième match, on passe à côté. Donc pareil, est-ce que c'est dans notre analyse à nous? Est-ce que c'est les filles? Est-ce que c'est... On passe à côté, on perd 2-0 contre la Chine, 1-0 contre la Chine, alors qu'on était à 11 contre 10 au bout de 25 minutes. Okay. Donc déçu. Et après, on se remobilise parce qu'on savait qu'on pouvait, en battant le Danemark, se qualifier par rapport aux autres matchs qu'il y avait eu. Et finalement, on perd contre le Danemark 2-0. C'est quand même plus qu'honorable. Hein. Ouais. Frustration, j'imagine. Pour une première. C'était la première Coupe du Monde. C'était la première Coupe du Monde pour les filles. En senior. Okay. Elle l'avait faite en jeune, je crois que c'était en 17 ou 19. Et du coup, toi, tu vis cette Coupe du Monde, donc incroyable. Et après, ta collaboration avec la sélection, elle s'arrête directement ou... Ouais. Sur la fin, de la frustration parce que on marque pas de but, que du coup l'équipe n'avait jamais marqué. Ouais. De la frustration parce qu'il n'y a pas le petit point, parce qu'il n'y a pas le résultat. Et après, c'est plus ou moins la direction de décider. C'est une fédération où les filles ont du poids dans les décisions, les joueuses. Et c'est une problématique parce que ça ne devrait pas être le cas. La fédération devrait être plus forte pour faire ses choix. Je vois aujourd'hui que l'équipe féminine patauge un petit peu. Nous, ça fonctionnait. Alors, je veux pas dire qu'on était les bons ou qu'on aurait dû rester, mais par rapport à certains choix qu'avait pu faire l'entraîneur, peut-être aussi sa façon d'être, peut-être notre façon d'être, de manager, de tout ça, d'une décision plus ou moins connue entre fédé et joueuse, les choses s'arrêtent. Et du coup, pour nous, tout s'arrête. Okay. Mais à la fois, on était allé au bout du chemin, tu vois. Il y avait quelques mois ou années après la Gold Cup, qualification pour la Gold Cup. Je ne crois pas qu'elle se soit qualifiée. Enfin, l'objectif aurait été plus lointain et avec toutes les problématiques quand même d'une petite fédé comme celle-ci, de tout ce qu'on a envoyé comme énergie. Tu vois, quand tu as... Voilà, c'est ça. Si peu de reconnaissance... Ouais. Ça se fait, c'est ça. Mais à long terme, c'est pas ça. C'était bien condensé autour de la Coupe du Monde, évidemment. Mais en fait, tu as ce relâchement, tu as ce truc, on s'est tous pris des vacances après, parce qu'on n'en pouvait plus. En fait, tu es toujours non-stop, tu n'as quasiment jamais de jour off. J'imagine, ouais. Pendant un mois et demi, là, tu n'as quasiment jamais de jour off. Du coup, donc, ta collaboration s'arrête. Et en même temps, je crois qu'avec Grenoble aussi dans les mêmes périodes à peu près. Exactement. Et t'arrêtes du coup d'être analyste vidéo. C'est ça. Aujourd'hui, on le voit derrière, tu es Ivoire-René. Tu peux nous expliquer un peu le chemin jusqu'à Ouais, bien sûr. On le voit derrière, on le voit là. Le chemin, c'est que tout s'arrête. Avec Grenoble, pas de suite. On s'est pas accordé. Et en fait, à côté de ça, je jouais toujours ici. Ouais. Et du coup, en fait, l'expérience que j'ai vécue là-bas, quand j'ai vu comment travaillait l'entraîneur, l'adjoint, dans la conception de séance, dans tout ça, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et puis aussi, ça me servait. Donc derrière, contrairement à toi, moi, quand je vais au BMF et que toi, peut-être à ton oral, tu avais un super projet mais qui ne leur correspondait pas, moi, j'avais toutes les chances d'y rentrer. Donc je rentre au BMF, tout se passe super bien. C'est une année très enrichissante à Tola-Vologe. À côté de ça, toujours du coup au Pays Voronais. Et je transmets petit à petit ce que je sais faire au Pays Voronais. Donc la transition après, c'est ça. Pour faire grandir ce club, j'adorais le projet du président Kevin Chamard qui a repris le club en 2021 avec un nouvel élan, une nouvelle dynamique, une volonté en tout cas de peser sur le Pays Voronais. Un beau changement de logo. Ouais, un beau changement de logo, ça c'est cette année parce qu'on change, on passe du Crimson un peu orange au rose. Okay. Et du coup les tenues, alors tu auras l'occasion de voir les jeunes tout à l'heure, ils seront tout en rose. Okay. Tu verras, c'est encore plus beau. C'est pas forcément commun, mais bon, il y a toujours la volonté d'avoir une identité
Mais voilà, c'est des couleurs qui nous tenaient à cœur. Donc le logo change un petit peu par rapport à celui que tu vois aussi là-haut. Donc ça, c'est la récompense du travail qu'on a accompli en 2024, du coup. La Belle Espoir sur les jeunes. Donc voilà, ça témoigne aussi de ce dynamisme. Moi, je savais qu'en faisant ça ici en apprentissage, derrière, j'avais une solution d'embauche si évidemment je répondais aux attentes. Je savais qu'il y avait un salarié qui était à ce moment-là le directeur sportif Aldo, dont je t'ai parlé. Et puis surtout, le projet me plaisait. Voilà, c'est une ville qui me plaît. Je veux m'installer plus ou moins et je me suis installé par là. Et je savais que c'était le bon club. Club qui voulait aussi, comme je l'ai dit, s'étendre et aussi proposer aux autres clubs de la région de venir un petit peu dans ce pays voironnais. C'est l'idée. Comme je l'ai dit, certains ont d'autres objectifs, d'autres projets. Et on en parlait parce que Crocet du coup est venu, qui est juste à côté, une commune juste à côté, est venu se greffer à nous sur les jeunes. Mais voilà, ça montre aussi la dynamique. Le label, on fait énormément de choses, beaucoup d'animations, on travaille sur les jeunes, on essaye d'amener de la compétence sur tout ce qu'on peut. Je t'en parlais tout à l'heure, mais moi, tout ce que j'ai un peu pas eu jeune, l'aspect connaissance sur la nutrition, la préparation mentale, la qualité de séance, la rigueur d'entraînement, la discipline, tout ça, c'est complètement là-dedans. Nassim Akour est arrivé cette année et rentre complètement dans le projet, dans la dynamique. Donc c'est vraiment le club où voilà, j'ai senti qu'il y avait un retour. Aujourd'hui, moi, je m'occupe des seniors aussi garçons. Donc personnellement, j'ai évolué et c'est positif. J'aspire à aller vers le BEF, voilà, qui est l'étape du dessus en termes de diplôme foot, qui est pareil en termes d'investissement, c'est du boulot. Mais quand on est passionné. Ouais, c'est ça. Quand on est passionné, quand on arrive aussi à gérer ce qui est à côté. Parce qu'avec toute l'expérience que tu m'as expliqué, le parcours Coupe du Monde, machin, etc., qui est assez incroyable. Aujourd'hui, toi, ton projet, c'est vraiment de pouvoir t'installer et de développer la structure. Ouais. Et après, à long terme, la vie te proposera d'autres choses peut-être. Ouais, c'est ça. Mais ouais, tu es dans cette dynamique de vouloir développer un projet. Ouais, complètement. De m'inscrire ici dans une région que j'aime avec mes proches, ma famille qui est là, et de développer ce potentiel, on va dire. Ouais. Parce que c'est une ville qui a 25 000 habitants avec l'agglo, c'est une ville qui aspire à des projets. On refait les 2 terrains là d'ici 3 ans, okay. En 2 nouveaux synthétiques. Tu as dû voir les tribunes aussi, oui, 2 tribunes qui n'étaient pas là il y a quelques mois. Donc il y a vraiment des projets, il y a une belle dynamique au niveau aussi entrepreneuriat, etc. Ça bouge beaucoup, il y a pas mal de belles entreprises. Moi, je suis aussi un peu sur l'aspect partenariat. Okay. Du coup, quand on est salarié de club, je peux pas faire juste ce que je faisais avec Haïti. On essaie de toucher un peu à tout. Avec tu as un peu d'expérience de partout, ouais. Ça t'a aidé. C'est ça. Un peu avec le temps qu'on a, on touche un peu à tout. Je me retrouve à faire aussi des papiers, etc. Mais ça fait partie du jeu, quoi. Oui. Puis tu vois, en Haïti, j'en ai fait. Ça fait partie du jeu. L'essentiel, ça sera toujours, je pense, les valeurs qu'on montre, l'image qu'on a, transmettre les bons messages aux jeunes, essayer de les éduquer sur plein de différents métiers, ou aspects. Ça peut être métier aussi. On a le projet avec le responsable sportif d'établir aussi des espèces de petites formations où on transmet sur l'avenir des jeunes, où chacun on réunit différents corps de métier, où chacun parle et développe un peu autour justement du sport, du foot, etc. L'aspect médical, l'aspect prépa mentale, etc. Tout ça, c'est ce qu'on veut donner aux jeunes. On a tout un tas de stages où pareil, on fait des choses, du programme éducatif fédéral qui se fait en lien avec le district. Tu dois connaître, mais pas mal de choses qui nous sont aussi proposées du district, de la ligue. Donc on prend un peu de tout ça, on peut pas être partout, on peut pas tout faire, mais on essaie d'être bon dans ce qu'on fait, surtout dans différentes animations qui nous tiennent à cœur. On a une belle course en début d'année, Octobre Rose, on fait beaucoup de choses avec le social, l'éducatif, on a du foot en marchand pour les personnes qui le veulent. Sur une adaptation un peu des règles. On a du lien aussi avec différents centres éducatifs. On fait des animations dans les quartiers. On a des jeunes qui jouent en inclusion avec le centre d'accueil de jour qui est
un centre qui accueille des personnes en situation de handicap. Okay. Tous les mercredis, donc ils jouent en inclusion avec les jeunes, ils adorent ça. C'est une dizaine de personnes atteintes de trisomie 21 et d'autisme. Okay. Et c'est top, ça fait 3 ans qu'on fait ça, je crois que c'est la 4e année. Moi j'ai repris ça, c'est moi qui ai repris ça cette année. Plus d'heures qu'à Haïti. Ah bah ça fait des choses, alors je m'occupe pas de tout. Théo qui est là gère par exemple le foot en marchant, on peut pas être partout. Les animations, on y est, on essaie d'y être, mais pareil, on en fait dans ce qu'on peut faire. Aussi pour valoriser le club, pour aller chercher des subventions, pour sentir qu'on ne fait pas ça pour rien. Oui. C'est toujours un peu... Il y a un beau projet quand même. Ouais. Il y a un objectif d'ici, je sais pas, pour les seniors en tout cas, de 3 ans d'atteindre le niveau régional. Ouais. L'objectif, l'objectif, on se le cache pas, d'ici, allez, on va dire 5 ans. Alors nous, on s'est fixé 2028 sur la R3, R2. Okay. D'ici 5-6 ans, c'est d'être sur de la R1, se rapprocher de ces niveaux-là, R2, R1. On sait qu'après N3, il y a un cap. Il y a, peut-être que le pouvoir, le potentiel de la ville, de ce qui se passe autour ne suffira pas, mais on sait qu'on peut raisonnablement s'en approcher. Je t'en parlais, on aurait dû monter en régional l'année passée, la saison passée. Sportivement, on l'avait fait. Malheureusement, on a eu un couac administratif qui nous a coûté 10 points, qui fait qu'on est encore en D1. Mais cette année, on est à 3 points du podium. La demi-saison est encore longue. Il y a plein d'enjeux. Les gars sont motivés. On se prépare bien. On a rattaqué depuis 2 semaines et demie. Pas mal de matchs amicaux qui sont de bonne augure. On a joué Chambéry là la semaine dernière, donc on essaye de montrer qu'on doit aller plus haut et qu'on s'en donne les moyens. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. De m'avoir reçu avec grand plaisir. À Voiron, en Pays de Voiron. Ouais. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. J'espère que le club va continuer de progresser et toi que tu arriveras à atteindre ce que tu veux atteindre. C'est gentil. C'est adorable. Et puis, au plaisir de te revoir, peut-être pour Nassim, peut-être pour Aldo, si tu veux. Croiser aussi ces messieurs qui ont plein de choses à raconter. Je suis preneur. Bon, j'espère que j'ai transmis un petit peu ce que j'avais vécu. Oui. Top. Merci à toi, Jimmy. Merci à toi.